C'est d'abord une chance pour les élèves. Les élèves, ils ont pris une leçon. Ils ont pris des leçons. D'abord, ils ont pris une leçon d'histoire. Ils l'ont tous dit. Ils ont mis des images, ils ont mis des visages sur une histoire qui jusque-là n'est que factuelle et trop désincarnée. On essaie de faire de notre mieux en tant que professeur pour essayer de leur faire comprendre, leur faire toucher du doigt la réalité de cette période si particulière. Mais rien ne vaut le contact avec quelqu'un qui l'a vécu. Mais au-delà, et beaucoup l'ont dit, ils ont pris une leçon de vie. Ils ont rencontré des gens extraordinaires. Ce sont des adolescents. Et un adolescent, ça se construit. Et pour construire un adolescent, il faut des modèles. Ils se sont trouvés des modèles, des héros de la vie ordinaire, des gens qui ont vécu dans des périodes terribles, des expériences terribles. Et malgré ça, qui s'en sont sortis, qui gardent une vraie joie de vivre et qui gardent le sens de l'autre, parce que pour eux, venir témoigner, c'est d'abord avoir le sens de l'autre et le sens du futur. Je crois que ça a été une vraie chance pour les témoins. Les témoins, ça leur a fait beaucoup de bien de pouvoir parler. Ils le disent. Certains l'ont déjà fait à plusieurs reprises, d'autres témoignent pour la première fois, mais à chaque fois pour eux c'est un moment important. Ça leur a fait du bien d'abord parce que ça leur a permis de se mettre au clair avec eux-mêmes, de transmettre, parfois au travers des élèves, à leurs proches, vis-à-vis desquels ils n'avaient pas réussi à parler jusque-là. Et puis au-delà de ça, ça a été une vraie leçon personnelle. L'émotion, elle est permanente, l'émotion, elle est palpable. Cette rencontre des générations, elle est belle. Cette alchimie qui se crée dans la rencontre entre eux, elle est magnifique. Je crois que ces petites expériences, elles permettent de bâtir le mur, la digue, qui permettra d'endiquer les progrès de ces idées aussi dangereuses. Donc pour toutes ces chances que vous nous avez fait vivre, merci de cette expérience, et puis sans doute à l'année prochaine. C'est-à-dire, ils ont lâché les bombes en même temps que la sirène. Alors on avait un abri qui était en face, comme les avions ils volaient bas, ils ont vu une famille avec des bobets, des machins, ils ont fait la bombe, et c'est là mon frère a été tué, ma soeur elle a été blessée, elle a eu la jambe arrachée, et on a été déjà spoliés le 10 mai 1940. Ça a été une journée noire. Il y a eu un drame parce qu'il y a une jeune fille de 15 ans qui a été violée. Ils sont venus chercher mon père pour témoigner et pour faire la traduction. Mon père y va, mais il a eu très peur. L'allemand lui dit en allemand, si tu dis un mot, quoi que ce soit, tu vois la fourche, parce que c'était dans une grange, tu vois la fourche, elle servira pour tes enfants et puis pour toi-même. Comme c'était ici le STO, là-bas c'était les bataillons de travaux forcés. Parce que les hommes juifs n'étaient pas considérés méritant être dans l'armée hongroise. Dans l'armée hongroise étaient uniquement les hommes chrétiens. Et tous les hommes juifs, jusqu'à 50 ou 60 ans, étaient appelés et il fallait aller dans ces bataillons travail forcé. Alors mon père aussi était appelé, c'était aussi dans l'année 1944. Et bien sûr, qui les a fait vraiment vivre, c'est l'espoir que ça va finir. Parce que sans cet espoir, tout le monde serait mort. Le maire de Toulouse a affiché au mur que la troupe allemande serait que de passage. Mais au lieu d'être que de passage, ils sont rentrés, ils ont réquisitionné les grands garages, les cinémas, enfin, ils occupaient. Et à cette époque-là, moi, je me trouvais chez une tante et camouflé. Alors, quand elle sonnait chez la tante quelqu'un qui venait, moi, je montais au grenier pour dire savoir qui c'est. Quand vous avez été arrêté, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils m'ont amené dans un GTE, un groupe de travailleurs étrangers. Le Shabbat, mon père et ma soeur et mon frère ont marché à pied pendant 1 heure pour se rendre dans une petite synagogue qui n'était pas vraiment une synagogue, c'était une pièce qu'on avait aménagée en prière. Et pendant cette heure, chaque Shabbat, ils nous racontaient la Bible. Mon père était un conteur extraordinaire. Mes parents parlaient le polonais entre eux pour qu'on ne comprenne pas. Et avec les enfants, avec nous, ils parlaient le yiddish, l'allemand. Tout était toujours coupé en deux. Ce que j'ai compris, c'est que
il voulait nous préserver un havre de paix, un endroit où il n'y a pas de problème, où il n'y a que l'amour et la chaleur. Mais eux, ils gardaient entre eux, ils parlaient pour qu'on ne comprenne pas. Mon frère était, comme je vous ai dit, un peu différent. Il avait déjà son sac de billes. Vous avez lu le livre « Sac de billes » de Joffo? Non. Bon, c'est mon frère. Le matin à 6h, la police française, elle frappe à la porte. Puis on vient chercher M. Roth. Ma mère, très affolée, très crispée, elle dit « Mon mari, il est parti vendanger. » On était au mois de janvier. Et où? À Lille. Elle a sorti Lille comme elle aurait sorti n'importe quoi. Alors les deux personnes en civil, ils lui disent « Madame Roth, dites à votre mari qu'il reste là-bas longtemps vendangé, surtout qu'il ne revienne pas. » C'était des gens bien. Si ça aurait été la Gestapo, on partait tous. Mais enfin, c'était un moment de l'histoire où, quand je le raconte, c'était vraiment... ma mère, elle a sorti ça comme ça. Elle aurait pu sortir autre chose. Mais ma famille, je ne la voyais pas. J'avais des tantes, mon père avait des sœurs, j'avais des cousins, je ne les connaissais pas. Je les ai connus beaucoup plus tard. Ça, vous avez entendu parler des étoiles juives. Donc, en voilà une vraiment de l'époque. Hein. Et elle a ce geste pour pousser les volets. Et puis heureusement, elle retient son geste et elle regarde par la forme du volet. Et qu'est-ce qu'elle voit? Une voiture, 2 agents de police et un homme en civil. Alors à ce moment-là, elle me dit « Ne pleure pas, ne fais pas de bruit ». Et moi, je sentais l'angoisse de ma mère. Elle était tétanisée. Ils sonnent. Ils essayent de défoncer la grille. Et pendant un temps qui nous a paru interminable, ils sont là et ils essayent de rentrer. Et puis finalement, ils renoncent. C'était le 16 et le 17 juillet 42. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on venait d'échapper à la rafle du Veldiv parce qu'on a su, après la guerre, qu'ils étaient... Donc nous, on est partis vers minuit et on a su par les voisins après la guerre qu'ils étaient revenus le matin avec un serrurier. Autrement dit, si ma tante n'était pas venue nous chercher, ma mère était tellement terrorisée qu'il nous aurait cueillis. On est descendu dans la grande gare et après j'étais là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Et après on a vu les gentils paysans qui sont arrivés, qui ont pris un enfant, un autre enfant. Et enfin cette très gentille couple est arrivé, ils m'ont pris et amené chez eux et j'étais très heureuse. On arrive à Grenoble, mon père nous a précédés. Il a réussi à obtenir, grâce à la gendarmerie de Francescas, des papiers pour voyager, donc ce que l'on appelait un sauf-conduit. Et ça nous a permis de faire ce voyage, moi avec ma maman, d'une part, et ma sœur derrière avec les bagages. À Grenoble, mon père nous envoie à un endroit où il avait trouvé du travail, au pied du Vercors, à Saint-Roman dans l'Isère. Les choses s'enveniment et les Allemands commencent sérieusement à bombarder le pourtour du Vercors. Nous, on était juste à la verticale de Pont-en-Royan. Et Pont-en-Royan avait un bastion de résistants important. Et pour bombarder Pont-en-Royan, ils prenaient leur envol pratiquement, comme on était juste au-dessus, au ras des arbres où l'on était. À tel point que mon père a creusé, ça je m'en souviens très bien, a creusé une fosse
recouvert de branchages pour se cacher et échapper au regard des pilotes. À tel point que lorsqu'on est rentré à Paris après, lorsque j'entendais un avion, je me cachais dans une porte cochère et je n'ai jamais compris, sauf longtemps après, à quoi servaient les avions si ce n'est à bombarder. Alors, je me souviens d'une cachette dans une pièce où il y avait une double fenêtre, où du côté rue, les vitres avaient été badigeonnées. Il y avait de temps en temps un petit égratignure, je pouvais voir ce qui se passait Et de l'autre côté, la fenêtre avait été enlevée et il y avait une plaque avec une petite porte en dessous par laquelle je pouvais entrer. Et cette porte était même cachée par un tapis mural de décoration. Ça, je me souviens, j'y ai passé des heures où à la première, mon père, j'ai eu un père très sévère. Le 9 et 10 novembre 38, mon père est arrêté et comme ils connaissaient l'adresse, ils sont venus tout de suite, 2 Allemands, 2 Nazis, 2 Autrichiens qui sont venus tout de suite dans l'appartement où on habitait. Donc mes parents ont décidé donc de partir, de déménager avec les 2 valises et les 4 personnes, les personnes âgées, elle, ma mère et moi-même, dans une rue à côté où on avait des amis. C'est les gens qui m'ont expliqué que je suis là pour quelque temps, que la guerre va arrêter et tu vas retrouver tes parents. Ce mot-là, je ne comprenais même pas, paraît-il. J'étais à côté de cette jeune fille qui m'a élevé, pour ainsi dire, pendant 2 ans et demi. Avec ma sœur, ma femme, moi, mon frère. On a retrouvé Monique. C'est elle qui nous a beaucoup parlé. Et c'est elle qui a dit à mes parents, ayez confiance, on va prendre vos enfants, on va vous les cacher, on va vous les sauver. Donc je me souviens qu'elle me prenait dans les bras avec une couverture et on descendait dans la cave. Il y avait beaucoup d'immeubles avec des caves, donc la cave, on allait à l'abri là-bas. Et je pense, et après, il y avait de nouveau des sirènes, donc on pouvait remonter. Et on voyait ce qui avait été démoli ou pas. C'est pour ça que mon père, qui était recherché, a pris la décision de me cacher chez les sœurs. Et mon oncle, l'oncle Victor, lui est descendu pour acheter quelque chose, mais il n'est jamais revenu. Il a été déporté d'abord à Drancy et ensuite à Auschwitz. Il est mort là-bas. Doucement, doucement, on attendait le retour de mon père et puis il est parvenu. Ma mère ne s'en est jamais remise. C'était un couple très uni, de 32 et 35 ans. Donc j'étais fille unique. Alors j'étais bonne élève. J'aimais aller à l'école et je voulais être prof de français. Et on a eu des conditions de survie, disons, plus acceptables que dans le bloc 52, où honnêtement, je n'aurais pas tenu 3 mois. Mon père m'avait confié à un garçon qu'il connaissait, qui est devenu comme un grand frère. Il va avoir 14 ans, 15 ans. Et je me souviens, je suis allé voir mon père le 8 avril. C'était le jour de mes 8 ans. Et je l'ai quitté. Je ne savais pas que c'était la dernière fois que je le voyais. Et il me donnait toujours quelque chose à manger. Il gardait sur sa propre part. Et c'était ma préoccupation principale. On ne peut pas recréer le passé. Le passé, c'est un autre pays où on ne peut pas revenir. On peut l'étudier, on peut essayer de tirer des leçons, mais c'est très dur. Mais autant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, et il faut regarder vers l'avant, et pas vers le passé. Mais il faut bien connaître ses racines, il faut bien savoir d'où on vient
qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, etc. C'est très très important. J'ai répondu à toutes les questions qui m'ont posées. Et vous avez Avec plaisir d'ailleurs. Tout le monde le sait, on est la dernière génération qui puisse avoir cette chance. Et l'avoir rencontré lui, avoir passé des moments aussi simples que pourtant il a vécu un événement historique que nous on apprend dans nos livres. Je trouve ça incroyable. Voilà. Et on a vraiment eu la chance de l'avoir lui. Et la chance qu'il puisse nous transmettre ce qu'il a vécu et nous faire part de son histoire. C'est vrai qu'en cours, on a plus, on étudie plus l'histoire, mais dans les grandes lignes. Et c'est vrai que là, on a l'angle de vue personnel de Monsieur Rosenberg. Et oui, c'est comme a dit Lucie, c'est hyper émouvant. Personnellement, c'est une chose que je voulais faire depuis très longtemps, écrire un livre. Et ça m'a permis de m'ouvrir à ça. Il y a eu des anecdotes que nous avons apprises, qui ont été très émouvantes et qui m'ont vraiment touchée. Que M. Appelroy nous ait encouragés à parler à nos familles de cette histoire, je trouve ça c'est important parce qu'on a pu apprendre des choses qu'il faut pas oublier. Ça, justement, ça m'a encouragée à parler à mes grands-parents et à mon père qui ont vécu d'autres expériences, mais aussi pendant la guerre mondiale, et je suis très contente que cela se soit fait. Je ne vais pas dire que c'est revalorisant. Je vais simplement dire qu'il ne faut pas oublier tout ce qui s'est passé et que si on peut apporter quelque chose, chacun dans son histoire, parce que moi j'ai eu la chance de ne pas être arrêté, j'ai été caché, etc. Donc voilà, c'est un devoir. Voilà, c'est un devoir de témoigner auprès de personnes intéressées. Ça met des images, on va dire, sur les cours qu'on a pu avoir. On peut voir quelquefois des documentaires et là d'avoir une personne justement qui a survécu à cette époque et qui a décidé de le raconter, c'est impressionnant et c'est vraiment enrichissant et je suis content d'avoir vécu cette expérience. J'ai senti leur attention et qu'ils voulaient et qu'ils ont compris beaucoup, même si ce n'est pas 100%, mais beaucoup. J'ai senti et je suis sûre, et bien sûr ça donnait quelque chose, comme quelqu'un a dit, de nous chaud au cœur, disons, ce contact. Et ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir parler déjà avec cette relation un peu plus intime que voir un témoin dans une conférence. Et puis même d'avoir cette chance, tout simplement, en fait, moi, ça m'a vraiment touché. J'étais très content d'avoir fait ce projet. Ce qu'ils pourront élaborer à partir de mon récit, et qui est un récit particulier, mais qui pourrait les aider à se documenter, à comprendre des choses par rapport à cette époque d'extermination des Juifs de France. On est souvent séparés de la réalité, et là on a pu entrer directement dans votre histoire, et c'était bien plus imprégnant, un peu intéressant. Elle donne certaines leçons de vie que peut-être on va essayer chacun de pas la transmettre sur notre vie, vu que c'est sa vie, c'est son vécu, mais cette volonté de toujours voir la bonté chez l'homme. Et j'ai trouvé vraiment ces trois jeunes filles extraordinaires, d'écoute vraiment. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur et que je les remercie. Il n'y aura plus forcément de personnes qui auront vécu la Seconde Guerre mondiale et la Shoah. Et du coup, pour nous, le transmettre à nos enfants et pour pas qu'on oublie, quoi. Ça m'a apporté à moi beaucoup parce que j'ai pu transmettre. Il y avait une bonne écoute, il y avait beaucoup de questions et ça ne m'a pas du tout dérangées. Elles étaient très intéressées à poser toutes les questions et c'était très enrichissant pour moi. Vous avez vraiment été forte, c'est vraiment une personne très forte qui a toujours gardé le sourire et c'est ce que j'admire. Et c'est vrai que ça nous a apporté des connaissances supplémentaires, beaucoup de choses qu'on ne savait pas, en fait, qu'elle nous a vraiment rappris en plus. Et vraiment, le contact est vite passé entre nous, on a pu vite être à l'écoute et c'était super, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de livres, on a visité Auschwitz, etc.
Mais on n'a jamais eu la chance de rencontrer une témoin qui a pu nous raconter son histoire, vraiment ce qu'elle a vécu. Et c'est vrai que les filles et moi, on a vraiment été... on a été étonnés de la manière dont Rosette racontait son histoire parce qu'on avait l'impression que c'était tout à fait normal pour elle. Alors que pour nous, se retrouver à 13 ans dans Toulouse sans nos parents, ça aurait été très compliqué. Du coup, c'est vrai qu'on était choqués de la manière dont elle était... Donc vous étiez normal, comment vous le racontiez. Et non, c'était vraiment une superbe expérience. Ouais. Pour être transparent, ce matin, je comptais venir avec des fleurs pour les remercier de m'avoir écouté. Mais je n'ai pas pu le faire. Mais c'est elle et ce merveilleux garçon qui l'ont fait et qui m'ont mis des mots touchants. Et ça a plus de valeur que tout. C'était bien parce qu'il mettait un peu de touche d'humour avec des anecdotes ou le ton. Et du coup, ça permettait un peu de dédramatiser tout ça. Et c'était très agréable. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et je suis très contente. Une des choses les plus importantes, c'est pourquoi on va témoigner. C'est parce que notre vie aurait été tellement différente. Bon, ça peut paraître un peu paradoxal et étrange. Mais moi, j'ai bien aimé le fait qu'on ait un témoin qui a vécu le nazisme en dehors des camps de concentration et comment vous l'avez vécu en dehors d'être enfermé dans un camp de concentration et d'être dans un autre pays. Et ça, j'ai plutôt bien aimé. Et moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est un peu comme une leçon pour notre futur en fait. C'est la façon dont vous avez organisé votre vie. Vous êtes parti d'Autriche et vous avez fini en France. Et je pense que c'est une très bonne leçon pour nos futures vies et comment les organiser. Je ne sais pas si on peut faire une équipe de football pour des gens nés en 1937 comme moi en Pologne. Voilà. Notamment, on avait vu en cours l'expérience où ils sont séparés au moment de la liquidation des ghettos. Ils sont séparés en 2 lignes. Mais là, M. Perlmutter a pu nous raconter en détail, par exemple, que sa mère l'avait giflé pour qu'il aille rejoindre une autre file. Et c'est ce genre de détails qui rendent l'expérience encore plus vivante. Le sujet en question, j'ai toujours eu du mal à l'aborder parce que peut-être que c'était le sujet qui me passionnait peut-être le moins. Mais là, ce qui m'a plu, c'est qu'il apportait le témoignage, en tout cas, d'un enfant et du regard de l'enfant. Il nous a raconté, par exemple, la fois où il a vu son père se faire déshabiller. Et le regard de l'enfant face à ça, c'est quand même assez... en tout cas, moi, ça m'a troublé. Quand il parle de son père, même de sa mère, toutes ces anecdotes aussi. Je trouve ça beaucoup plus touchant et beaucoup plus percutant. Alors, je trouve qu'on n'a pas la prétention, nous, de comprendre. Et que c'est vrai qu'on a une jeunesse complètement différente, peut-être heureusement. Une enfance en tout cas qui n'est pas comparable. Et je ne peux pas comprendre ce que ce monsieur et ses autres témoins ont vécu. Mais je peux au moins essayer d'écouter. Et je trouve que c'est un travail que vous nous avez donné qui est juste extraordinaire. Et voilà, je ne vais pas en rajouter plus parce que sinon... Et donc c'est vraiment surréaliste que vous en soyez sortis. Et c'est juste génial de vous avoir aujourd'hui et c'est un coup de chance pour nous, pour le coup, de pouvoir vous parler. Vos successeurs, vous allez consulter quoi? Vous allez consulter les archives. Aujourd'hui, il y a encore des témoignages, mais après, il n'y en a plus.